Bonsoir à tous. La semaine dernière, on a vu la métaphysique sous sa forme de métaphysique spéciale, donc sous la forme d'une étude d'un étant privilégié, particulier en ce qu'il ne peut pas faire l'objet d'une science physique, puisque c'est un étant qui n'est pas naturel, parce qu'il n'a aucun type de changement. Donc on a vu cette forme de la métaphysique spéciale, c'est-à-dire spécialisée dans un certain type d'étant, au-delà de la physique. Et cette semaine, on va voir la métaphysique au sens de la métaphysique générale, c'est-à-dire de la science la plus générale de tous les étangs, de tout ce qui existe. Et on va constater du même coup que la métaphysique spéciale est comprise dans cette science-là, est comprise dans la science générale. Sous quelle forme ? Eh bien, du fait que cet étant particulier et non physique est l'un des principes des étangs universellement. L'un des principes universels de tous les étangs. L'un seulement, attention, il faut bien insister là-dessus, puisque c'est seulement le principe du mouvement de tous les étangs. C'est seulement grâce à ces premiers moteurs, puisqu'il s'agit bien d'eux, que le mouvement est garanti pour l'éternité dans l'univers. Mais ce n'est pas du tout un principe qui sert aussi de matière, qui sert aussi de forme. Donc il faut ajouter ces principes-là à côté de celui-là. On n'a pas un seul principe, on est obligé de garder une multiplicité. Mais donc, on va pouvoir inclure dans la métaphysique générale ce principe, puisque la métaphysique générale sera aussi la science des premières causes et des premiers principes, ou des causes les plus élevées, c'est-à-dire de ce qui explique le plus généralement l'ensemble des choses. On va lire tout de suite le premier texte, par quoi s'ouvre le livre Gamma, qui est le livre par lequel on plonge vraiment dans cette métaphysique générale. Et tout de suite, on annonce de manière très affirmative la possibilité de cette science, l'existence de cette science, et ensuite, Aristote va la justifier. Il y a une science qui étudie l'étant en tant qu'étant et ses propriétés par soi. Qu'est-ce que ça veut dire par soi ? Ça signifie ses propriétés nécessaires et qui découlent de l'essence même du sujet étudié. Donc, une science étudie toujours les propriétés par soi de ces objets. C'est-à-dire, étant donné l'essence de ces objets, il en découle une série de propriétés nécessaires qui appartiennent toujours à cet objet, et c'est ça qui est objet de science. Ça s'oppose aux propriétés accidentelles qui ne font pas l'objet de science parce qu'elles sont changeantes, elles sont facultatives, elles existent chez les uns et pas chez les autres, etc. Donc, c'est toujours les propriétés par soi qu'on étudie. Donc ici aussi, on va avoir un certain domaine d'études dont on étudiera les propriétés nécessaires et donc universelles, qui appartiennent à tous les étangs. Elle n'est identique à aucune des sciences qu'on appelle partielles, car aucune des autres n'examine l'étant en tant qu'étant en général, mais après en avoir découpé une partie, étudie à propos de celle-ci ses propriétés, comme par exemple les sciences mathématiques. Ou comme on pourrait ajouter la chimie, la physique, la zoologie. À chaque fois, on découpe une partie dans les étangs et on étudie uniquement les propriétés de ce genre-là d'étangs. Or, puisque nous cherchons les principes et les causes les plus hautes, on peut dire aussi bien première que dernière. Il ne faut pas trop figer les expressions. On peut dire première si on part du haut et qu'on dit qu'est-ce qui est premier dans l'ordre de la dépendance ontologique, c'est-à-dire de quoi est-ce que tout le reste dépend, donc ce qui est premier parce que tout le reste en dépend. Mais c'est aussi bien le dernier si on prend dans l'autre ordre, c'est-à-dire c'est l'ordre de la remontée vers le principe. Si on remonte dans l'enchaînement des causes pour essayer de saisir ce qui est premier, donc en disant ceci a telle cause, est l'effet de telle cause, qui elle-même est l'effet de telle cause, et ainsi de suite jusqu'à la première, qui n'est plus l'effet d'aucune cause, qui est ultime. Donc, premier, dernier, ultime, les plus hautes, tout ça, c'est la même chose. Puisque nous cherchons donc les principes et les causes les plus hautes, il est clair qu'ils doivent appartenir à une certaine nature par elles-mêmes ou par soi, donc de manière nécessaire et universelle. Si donc ceux qui cherchaient les éléments des étangs, ce sont les physiciens en général, les physiciens présocratiques auxquels Aristote attribue le fait de chercher plutôt des éléments que des principes. Quelle est la différence entre les deux ? Éléments, pour Aristote, ce sont les principes immanents aux choses, et même plus précisément, et le plus souvent, les principes matériels. Et de fait, les physiciens cherchaient surtout la cause matérielle des choses.
Donc, quelle est la première matière à partir de laquelle tous les corps sont faits? Donc, c'était bien l'élément premier, d'où tout le reste peut s'expliquer. Et donc, élément peut aussi signifier, dans le système aristotélicien, la matière, mais aussi la forme et la privation. Donc, on a vu qu'il y avait au départ 3 éléments, matière, forme, privation, parce qu'ils sont immanents à la chose, ils sont intérieurs. Et par opposition, donc, à une cause extérieure, par exemple une cause de mouvement, un moteur qui est extérieur, comme un artisan par rapport à son ouvrage, est une cause extérieure. Donc, on ne dira pas qu'il est un élément de son ouvrage, alors que la matière l'est. D'accord ? Donc, effectivement, les présocratiques cherchaient plutôt les éléments ou les causes internes des étangs. Donc, si donc et Aristote, vous voyez, s'inscrit bien dans la prolongation des études présocratiques. Il cherchait les éléments des étangs, il cherchait ces principes-là. C'était aussi les plus généraux et les plus hauts, les premiers. Nécessairement, les éléments appartiennent à l'étang, non par accident, mais en tant qu'étang. Non par accident, ce n'est pas facultatif, c'est en tant qu'étang, donc en tant qu'une chose est reconnue comme étant, est reconnue être, nécessairement vont lui appartenir certaines propriétés, et c'est ça qu'on cherche. C'est pourquoi nous aussi devons saisir les premières causes de l'étang en tant qu'étang. Et ici se termine déjà le premier chapitre, qui est juste cette annonce. Et immédiatement après, Aristote doit affronter une objection massive, qui est l'objection à la fois issue du platonisme et assumée par lui-même, que l'étang, dans sa globalité, ne peut pas être objet d'une seule science. En fait, il y avait déjà eu des critiques de la volonté de Platon de faire une seule science de l'ensemble du réel, c'était la dialectique. Et l'objection, on la retrouve dans Métaphysique Alpha, donc dans le livre introductif, sous cette forme-ci, c'est que si il y avait une science générale de tout, il faudrait que tout ait les mêmes principes et les mêmes éléments. Or, Aristote dit qu'il n'est pas possible que tout ait les mêmes principes et les mêmes éléments. C'est-à-dire, on voit bien, par exemple, que les substances n'ont pas les mêmes principes que les autres catégories d'étangs. Pour une raison très simple, c'est que les autres étangs ont aussi les substances comme principe, au sens du sujet, du substrat nécessaire, de la matière nécessaire pour leur existence. Donc on ne peut pas dire que tout a les mêmes principes ou éléments. Pourtant, il va bien développer sa science en dépit de cette première, disons, objection. Cette science doit aussi être justifiée parce que l'étang, pour Aristote, n'est pas un genre. Donc, on a vu que les 10 catégories, c'était les 10 classes les plus grandes dans lesquelles on pouvait réunir les 10 sortes d'étangs. Enfin, ce sont les 10 sortes d'étangs. Et donc, toutes les choses qui existent peuvent être réunies sous ces classes, sous ces catégories. Mais ces 10 catégories, elles, ne sont plus réunies dans un seul genre unique qui serait le genre être. Tout cela est. Il est vrai que tout cela est, mais ce n'est pas un genre. Alors, pourquoi ça ne constitue pas un genre ? Aristote avance des raisons assez techniques pour le justifier dans les topiques. Raisons techniques qui sont à la fois complexes et un peu discutables. On a pu les mettre un peu en doute. Ce qui fait que je vais vous donner plutôt d'autres raisons, et principalement 2 raisons. L'une, c'est que l'étang et l'un seraient le même genre, parce que l'un aussi est un attribut universel. Toutes choses qui existent sont aussi une. Non pas toutes ensemble, mais chacune d'elles a aussi un certain type d'unité. Et en même temps qu'Aristote veut étudier l'étang comme l'attribut le plus général, il étudie aussi l'un comme un attribut qui a la même extension, qui s'attribue à autant de choses. Chaque étang a un type d'unité. Chaque étang peut être dit un d'une certaine façon, mais de façon multiple. Il y a de multiples façons d'être un. Il n'empêche que chacun peut recevoir cet attribut un. Donc ça voudrait dire que le même genre serait à la fois un et étang, puisque les deux s'attribuent à tout. Les deux engloberaient donc le tout. Or, ils s'attribuent aussi l'un à l'autre. Si on prenait le genre être en général, on devrait aussi lui attribuer une unité. Et même chose, si on prenait le genre 1, on devrait aussi lui attribuer l'être, puisqu'il existe.
Donc ils s'attribueraient l'un à l'autre. Donc ils seraient à la fois chacun l'espèce de l'autre et le genre de l'autre. Hein, donc il y a vraiment des difficultés logiques à concevoir le tout comme un seul genre. Donc on ne peut pas concevoir le tout comme un seul genre. Une autre raison, c'est que la notion même de genre implique une certaine différenciation, implique le fait que le genre il est discriminant. Le genre il est identifiant, il permet d'identifier des choses. Donc si tout le monde a le même genre, plus rien n'est identifié par ce genre. Donc il n'y a aucune différence alors entre les choses. Donc pour cette raison aussi, on ne peut pas dire que les temps soient un genre. Et enfin, il y a une difficulté sémantique, c'est que être a plusieurs significations. Donc être au sens du verbe, de l'acte d'être, de l'existence, si on veut, au sens courant du terme, a plusieurs significations. Si on se demande ce que c'est être, pour une substance par exemple, on donnera une autre explication ou définition de être que si on se le demande à propos d'un acte, une action ou une qualité ou une réalité aussi difficile à saisir que le temps ou l'infini. Donc chaque fois, il y a des modes d'être différents et donc si on essaye de définir qu'est-ce être, si on essaie de définir le mot être, on ne peut pas arriver à une seule définition. C'est pas possible, on en aura plusieurs différentes. Et ça, c'est irréductible pour Aristote. La multiplicité des sens de l'être est irréductible, on n'arrivera jamais à une définition unique. Alors c'est un geste qui est très important, qui est très fondateur, pour revenir à l'idée de fondation, puisque Heidegger va évidemment reprendre cette idée des multiples sens de l'être et poser la philosophie comme avant tout l'histoire de cette question et l'abîme de cette question. Et il va essayer à son tour de penser, à sa manière, d'une toute autre manière qu'Aristote, de penser l'être dans la multiplicité de ses significations, sans le réduire à ce qui serait un sens unique ou suprême, d'où on pourrait déduire les autres. Mais Aristote, lui, il faut qu'il résolve le problème de la multiplicité des sens de l'être qui l'empêche d'en faire une seule science. Parce que en général, si on a un seul nom mais qui désigne des choses différentes, ces choses différentes sont l'objet de sciences différentes aussi. Donc comment justifier qu'on veut néanmoins faire une science unique de l'être, de tous les états. Donc voilà comment va se faire la justification, c'est le deuxième texte. Non, peut-être avant de passer au deuxième texte, je vais d'abord vous détailler encore dans le chapitre 7 du livre Delta. C'est le chapitre où se trouvent détaillés les principaux sens de l'être. Ils sont 4. En fait, les principaux sens donc, quand je dis de l'être, ça veut dire du fait d'être, du fait d'être pour un étant quelconque. Le premier sens, c'est, peut-être carrément les noter, c'est les 10 catégories. Donc, selon les 10 catégories, être a un sens différent. Donc on dira toujours être pour une substance ou être pour une qualité, être pour une quantité, un relatif, etc. Donc ce sera toujours l'être selon une des 10 catégories. Donc ça c'est une première série de déterminations. Ensuite on a l'être qui peut être en puissance ou en acte. Ça fait une grande différence de savoir si une chose existe seulement en puissance, ça veut dire potentiellement, elle existe potentiellement, elle peut se développer, elle pourrait arriver, mais elle n'est pas encore effective, ou bien, au contraire, en acte, elle est déjà actualisée, elle est déjà effective. Donc ce sont aussi deux manières d'être. C'est pas la même forme d'être dans les deux cas. Alors une autre signification, c'est être vrai. Ça, c'est un sens un peu particulier du grec. Je pense que je vous l'avais déjà mentionné, le fait que parfois quand on dit « est », et aussi quand on dit les étant, les choses qui sont, ça veut dire les choses qui sont vraies. Par exemple, Hérodote, l'historien, il dit « je vais raconter les choses qui étaient et les choses qui sont ». Et en disant simplement ça, sans rien ajouter de plus, il veut dire « je vais dire la vérité ». Je vais dire les choses telles qu'elles se sont vraiment passées. Donc ça, c'est un sens particulier. Et puis, on a enfin l'être par soi ou par accident. Et l'être par soi et par accident, on peut faire cette distinction à la fois dans l'usage
copulatif de l'être et dans l'usage existentiel. Donc, par soi et par accident, pour la copule, qu'est-ce que c'est? C'est si je dis S et P, un sujet est un certain prédicat, Socrate est barbu, ça peut être par soi ou par accident. C'est-à-dire que le prédicat peut être lié au sujet par soi, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc par une nécessité. Il ne peut pas être séparé de ce sujet, il est nécessairement. Donc par exemple, ce sera Socrate est un homme, ça c'est inséparable. Socrate ne peut pas ne pas être un homme, sauf si vous appelez votre chat Socrate, mais ce ne sera pas le même sujet. Ou par accident, Socrate est barbu, il pourrait se raser, donc ça c'est pas une caractéristique nécessaire. Donc par soi et par accident peuvent s'attribuer au « est » comme fonction simplement copulative, ou bien comme fonction existentielle. À ce moment-là, on a simplement « S est », le sujet est, un sujet est au sens de « existe », et à ce moment-là, quelle est la différence entre exister par soi et exister par accident? C'est beaucoup moins fréquent, mais on trouve quelques passages où Aristote précise que les substances sont par soi, tandis que les autres catégories d'états sont par accident. Et à ce moment-là, par accident veut dire par leur attribution à une substance, par le fait qu'elle se trouve dans une substance. Et donc ça exprime la dépendance ontologique des autres étangs par rapport aux substances. Et je vous rappelle, donc les substances, c'est dans l'écrasante majorité les corps physiques. Donc on avait vu par exemple que les mesures n'existent pas dans un espace imaginaire, sauf dans notre pensée, mais sinon elles sont toujours dans des corps. Et donc elles n'existeraient pas s'il n'y avait pas des corps. Et c'est pourquoi on peut dire qu'elles existent par accident, mais à ce moment-là, par accident veut dire simplement par l'intermédiaire de. Ça ne veut pas dire que c'est accidentel qu'il y ait des mesures. C'est tout à fait nécessaire qu'il y ait des mesures. Dès qu'il y a corps, il y a nécessairement des mesures. Donc attention, c'est une expression très plurivoque aussi, qui signifie beaucoup de choses par accident. Et ici, c'est simplement donc indirectement ou par dépendance de quelque chose d'autre. Donc voilà tous les sens de être qu'Aristote énumère lui-même. Après, à d'autres occasions, il en rajoute parfois, par exemple, comme on a vu à propos de l'infini ou à propos du temps, quand il dit que le temps est un mode d'être très particulier, a un mode d'être très particulier, en ce sens qu'il est toujours renouvelé, il n'est jamais arrêté, il n'est jamais donné, il est toujours en train de changer et d'être autre chose. Toujours en train d'être autre chose. Donc c'est un mode d'être très, très particulier. Mais enfin bon, il l'inclut quand même dans la catégorie des quantités, mais tout en disant c'est une quantité très spéciale, pas du tout comme les autres quantités, c'est une quantité par accident. Alors ça a l'air d'être un peu l'expression par accident, d'être un peu l'expression de l'ultime recours. Et là, elle signifie de nouveau quelque chose de spécial. Tout ça pour dire qu'il y a toute cette multiplicité de significations de être, en dépit de laquelle on doit poser une science unique. Donc, on lit le deuxième texte. L'être se dit de plusieurs façons. Donc ça, c'est la manière de dire, il a une multiplicité de significations, mais en référence à une seule et même nature. Donc voilà comment on va justifier qu'il y a bien une seule science de tous les sens de l'être. C'est parce qu'il y a une nature qui arrive à unifier les diverses significations, par référence à cette nature, et non par homonymie. L'homonymie, c'est le grand danger. Qu'est-ce que c'est qu'une homonymie? Du moins, dans la formulation grecque du terme, c'est le fait qu'un seul mot signifie deux choses différentes et donc a deux définitions totalement différentes qui n'ont aucun rapport entre elles. Donc il n'y a pas de raison pour laquelle ces significations sont différentes pour le même mot. En grec, par exemple, le mot qui signifie âne, un âne, l'animal, signifie aussi le pot. C'est le même mot, mais c'est purement fortuit, ça n'a aucune raison, donc c'est une pure homonymie. Un exemple plus intéressant d'homonymie, c'est le mot animal. Bon, animal, c'est un genre de plusieurs espèces, et si on l'utilise donc pour l'attribuer à ces différentes espèces, il est synonyme. Donc l'opposé d'homonyme, c'est synonyme. Il est synonyme pour ces différentes espèces, parce que si vous définissez ce que signifie animal quand vous l'attribuez à un homme, et ce que signifie animal quand vous l'attribuez à un poulet, ce sera la même définition d'animal. Homme a une autre définition que poulet, mais en tant qu'animaux, c'est la même définition d'animal. Donc l'animal est synonyme
pour toutes ces espèces. Donc la synonymie, en général, justement, elle caractérise les genres. En général, les genres sont synonymes pour leurs espèces. La plupart des synonymes sont des genres. Mais animal peut, dans certains cas, être homonyme. Par exemple, quand c'est un animal peint, quand c'est un animal qui est représenté, qui est dessiné. Parce qu'à ce moment-là, on ne peut plus utiliser la même définition. La définition d'animal, c'est quoi? C'est un vivant qui possède la sensibilité, ce qui le distingue des plantes, qui sont aussi des vivants, mais qui n'ont pas la sensibilité. Donc, c'est un vivant qui a la sensibilité. Mais une peinture d'animal n'est pas un vivant et n'a pas la sensibilité. Donc la définition ne lui convient pas du tout, dans aucune de ses parties. On devra dire, justement, c'est un dessin qui représente un animal, etc. Donc c'est une toute autre définition, c'est pourquoi, dans ce cas-là, animal est simplement un homonyme. Un homme peint est un homonyme d'un homme. Même chose pour un homme mort d'ailleurs. Un homme mort n'est plus qu'un homonyme d'un homme. Parce qu'il n'est plus un vivant et il n'a plus la sensibilité, il n'a plus aucune des caractéristiques, aucune des fonctions qu'il devrait avoir pour répondre à sa définition. Donc on doit échapper à l'homonymie. Et on a vu que l'être ne pouvait pas être un synonyme puisqu'il n'est pas un genre. Il ne s'attribue pas avec la même définition à tous les étangs. Il ne peut pas être synonyme et il ne peut pas être homonyme. Alors on va trouver une voie médiane, un intermédiaire entre ces deux types de termes. Et donc ce sera cette fameuse relation par référence à un terme unique. Et c'est ce qu'on appelle, en grec, ça se dit la relation pros-hen. Pros, ça veut dire en référence à, par rapport à, et hen, c'est un. Donc en référence à une seule chose. Une chose. On a parfois appelé ça aussi l'unité focale de signification. Dans les travaux savants, on trouve parfois cette expression focale, parce que tout converge comme vers un foyer de signification. Et pour montrer comment fonctionne cette unité, Aristote passe par deux exemples très familiers, très simples à comprendre, le sain, l'adjectif sain, et l'adjectif médical. De même que tout sain se dit par référence à la santé, l'un du fait de la conserver, l'autre du fait de la produire, l'autre du fait d'être un signe de santé, l'autre parce qu'il en est le réceptacle. Donc vous voyez on peut voir de quoi il s'agit à chaque fois. Qu'est-ce qui a comme définition de conserver la santé? Par exemple, un exercice ou un aliment. Qu'est-ce qui produit la santé? Un remède ou une opération. L'autre du fait d'être un signe de la santé. Par exemple, le teint, la couleur du teint. Le teint est un signe de santé. Donc on retrouve chaque fois le mot santé, mais avec la première partie de la définition qui est différente. Conserver la santé, restaurer la santé, indiquer la santé, ou être le réceptacle de la santé, ça c'est le corps qui reçoit la santé comme sa propriété, ou même l'âme, puisque l'âme peut être saine au même titre que le corps. Donc on voit que chaque fois, la définition est différente, mais avec un terme commun. Et ce terme, donc, c'est celui qui fait l'unification. Et de ce fait, on pourra faire une science unique de la santé, qui sera une science unique de tous ces étangs très différents qui ont juste ça en commun. On va étudier les signes de santé en tant que tels. On va étudier les plantes, par exemple, mais uniquement en tant qu'elles ont un rapport avec la santé. Et pas en tant que, on pourrait aussi les étudier, par exemple, par pur intérêt classificatoire ou pour savoir comment elles se reproduisent, etc. Mais ça fait l'objet d'une autre science. Donc on peut les étudier uniquement en tant que saines. C'est très parlant cet exemple. Même chose pour le médical. De même que médical se dit par référence à la médecine, telle chose en effet est dite médicale du fait de posséder l'art de la médecine, telle autre du fait d'y être naturellement apte. Tout homme, en gros, est en puissance médicale, tout homme pourrait apprendre la médecine. Tel autre du fait d'être une œuvre de la médecine, et nous trouverons encore d'autres choses que l'on dit de la même manière que celle-ci. On peut trouver d'autres cas. Et chaque fois, donc, on a des étangs de types très différents, de genres très différents, qui sont réunis
uniquement par le fait d'avoir un rapport quelconque avec la médecine, et donc qui peuvent être étudiés tous ensemble uniquement sous ce rapport. Ainsi, de la même manière, l'être se dit de plusieurs façons, mais se réfère toujours à un principe. Et vous allez voir tout de suite ce qu'est ce principe qui va se retrouver donc dans toutes les définitions de être, car les uns sont dits étant, donc sont dits être, ou être des étangs, être des choses qui existent, parce qu'ils sont des substances. Les autres parce qu'ils sont des affections d'une substance. Les autres parce qu'ils sont un chemin vers une substance, ou des destructions, ou des privations, ou des qualités, ou des choses productrices ou génitrices d'une substance, ou de ce qui est dit en référence à la substance. Donc vous voyez, le terme commun, c'est la substance. Et c'est bien logique parce que quand on essaye de dire ce que c'est qu'être pour un autre étant, comme on l'a vu, pour un étant d'une autre catégorie que la substance, on est obligé de passer par la substance. C'était ça l'idée d'être par accident. On est obligé de dire, par exemple, si on veut définir une longueur, on dira, mais c'est une mesure, je ne sais pas comment on va définir la longueur par rapport à la largeur, mais en tout cas on dira, donc c'est une certaine mesure d'un corps, d'une substance, d'une surface. Donc on est obligé de passer par une substance. Et c'est le cas aussi pour les privations, les négations. Quelque chose qui est nié ou privé, un adjectif privatif par exemple, c'est comme un étant, c'est une absence, c'est un étant. Une absence, ça existe puisque c'est l'absence de quelque chose qui existe. L'absence de quelqu'un qui n'est pas là, ça existe parce que c'est de quelqu'un qui existe. Et un chemin vers la substance, c'est par exemple une génération en train de se faire, une génération, ça existe parce que ça va vers une substance qui, elle, existe. Et voilà comment donc toutes les modalités d'être, tous les modes d'être, toutes les façons d'être sont différentes, mais ont toujours besoin de se référer à la substance. Et la substance, en revanche, c'est la seule qui n'a pas besoin de se référer à autre chose. Et donc là, on aura une définition immédiate de être. On n'aura pas une définition par référence à autre chose. On dira simplement « ceci est » parce que c'est une substance, et ça suffit. Il n'y a pas besoin de justifier davantage pour les substances. Donc, ou des négations de ces choses-là ou d'une substance. C'est pourquoi même du non-être, nous disons qu'il est non-être. Donc, chaque fois qu'on nie quelque chose, du fait que c'est quelque chose qui existe, on désigne aussi quelque chose qui existe. Alors attention, cette phrase est un peu ambiguë parce qu'on a vu ailleurs que Aristote mettait en garde contre le fait de dire, à la manière sophistique, le non-être est non-être, donc le non-être est. On avait vu qu'on ne pouvait pas passer de la copule à l'existence. Le non-être est non-être ne signifie pas que le non-être est. Mais ici, c'est dans un autre sens qu'il l'entend. Il veut dire simplement que toute négation est une négation déterminée. C'est une négation de quelque chose. Et donc on peut dire que tout ce qui n'est pas ce quelque chose qui est nié, tout ce qui n'est pas ce quelque chose est néanmoins autre chose. Et voilà comment donc on peut parler d'une chose parce qu'elle n'est pas, en la différenciant d'une autre qui est, mais en lui donnant donc un certain type d'existence comme négation d'une chose qui existe. De même donc que de toutes les choses saines, il y a une seule science, de même aussi pour les autres cas. Car ce n'est pas seulement pour les choses dites sous une unité qu'il appartient à une seule science de les étudier. Sous une unité, c'est une autre manière de dire la synonymie, sous un genre, sous un même genre. On sait que les choses qui sont sous un même genre ont une unité qui leur permet d'être objet d'une seule science. Mais ce n'est pas seulement pour celles-là, mais aussi pour celles qui sont dites en référence à une seule nature, car celles-là aussi, d'une certaine manière, sont sous une unité. Donc, il y a une unification néanmoins qui est faite grâce à ce terme de référence. Il appartient donc clairement à une seule science aussi d'étudier les étangs en tant qu'étangs. Donc voilà, on en est sorti de l'objection sémantique des multiples sens de l'être. Et il résulte de cette convergence de définition, seulement de cette convergence de définition vers la substance, il résulte que la substance est tout de même un étang privilégié parmi les autres types d'étangs, ça c'est clair. Ça, on le sait depuis les analytiques, puisqu'on sait que c'est ça qui sert de sujet à tout, donc c'est principiel par rapport au reste.
La conséquence pour la science nouvelle qu'on est en train d'instituer, c'est ce qui suit. Cependant, partout la science étudie principalement ce qui est premier, ce dont les autres choses dépendent et ce par quoi elles sont dites. Si donc c'est là la substance, le philosophe devra posséder les principes et les causes des substances. Donc d'une certaine manière, les principes et les causes qu'on cherche vont être de manière privilégiée ceux et celles, les principes et les causes de la substance. Mais pas exclusivement, attention. Parce que s'il est vrai que tous les autres étangs ont aussi pour principe les substances, donc indirectement les principes des substances. Ils dépendent des substances, donc dépendent des principes des substances. Si cela est vrai, les étangs des autres catégories n'ont pas ça comme seul principe. Ils ont aussi leurs propres principes qui ne sont pas les principes des substances. Puisque, rappelez-vous, la substance joue le rôle de principe matériel, de sujet pour leur existence, mais le principe formel, il est propre à chacun. La forme d'une couleur, c'est sa forme qualitative. C'est une forme qualitative qui n'appartient qu'à la couleur. La forme d'une quantité, c'est sa forme quantitative et elle est irréductible à la forme d'une substance. Donc toutes les formes qu'on trouve dans les 9 autres catégories ne sont pas réductibles, ne peuvent pas remonter aux formes des substances. Les formes, elles sont immédiatement premières ou finales, si vous voulez. On ne peut pas remonter au-delà. Donc on a une multiplicité irréductible de principes formels. On ne peut pas les retrouver grâce aux autres. Et là, on a un enchaînement de causes qui s'arrête très vite. On peut éventuellement expliquer une forme d'une espèce par celle de son genre. Donc on peut définir la forme d'une espèce en disant mais c'est tel genre avec telle différence. Donc on explique sa forme par d'autres formes. Mais à un moment, on s'arrête, on ne peut plus remonter dans les formes. Et d'ailleurs, ce n'est qu'une explication logique. Ça ne vient pas de là. Ça n'est pas produit par... Les espèces ne sont pas produites par leur genre. C'est juste que logiquement, on peut dire comment elles sont liées au genre. Donc on a cette multiplicité de formes qui ne s'explique plus par une autre cause. Et ça, évidemment, c'est cohérent avec le système d'Aristote selon lequel il n'y a pas d'apparition des espèces. Les espèces ne sont pas apparues, donc il n'y a pas besoin d'expliquer quelles sont les conditions de leur apparition, si elles n'apparaissent pas. Elles sont comme elles sont, pour aucune raison. Pour aucune raison. Et donc on pourrait dire que globalement, le fait que les espèces existantes sont ce qu'elles sont et ne sont pas d'autres est contingent. Globalement, c'est contingent, il n'y a plus d'autres causes qui expliquent ça. Donc attention, ce ne sont pas les substances qui expliquent tous les principes des autres choses, mais il faut voir de quel type de principe on parle, dans quel type des 4 causes on est. Et par conséquent, on va avoir 2 sortes d'unités des principes et des causes. Une sorte d'unité, ce sera donc l'unité par les substances. Quant au livre Lambda, Aristote récapitule tout ce qu'il a déjà établi sur les causes pour en arriver à la cause motrice ultime. C'est le livre où on décrit les premiers moteurs. Donc quand il récapitule tout ça, il dit qu'il y a 2 manières d'unifier les principes. Une manière, c'est par les substances, puisque les principes des substances sont aussi indirectement principes des autres choses. Mais c'est partiel. Mais l'autre manière, qui est plus importante, puisqu'elle est vraiment universelle, c'est par analogie. L'analogie est le procédé qui permet de parler en général des structures qui se trouvent dans des catégories différentes. Donc, l'analogie, c'est un procédé extrêmement important pour cette science générale. Et l'analogie, c'est quelque chose de très précis. Ce n'est pas simplement une comparaison. L'analogie, c'est le fait que c'est une comparaison entre 2 rapports. A a une relation avec B et C a une relation avec D. Et on dit que le rapport de A à B est le même que le rapport de C à D. Donc A est à B ce que C est à D. Ça, c'est une analogie. C'est toujours entre 4 termes qui ont le même rapport. Un exemple familier, cité par Aristote, c'est le bouclier d'Arès. Donc Arès, le dieu de la guerre, le dieu Mars, le bouclier d'Arès est analogue à la coupe de Dionysos. Parce que c'est son emblème.
en quelque sorte, c'est son objet caractéristique. Le bouclier d'Arès, donc qui illustre sa fonction principale, est analogue, remplit la même fonction que la coupe, qui est l'attribut principal de Dionysos. Donc on voit bien comment il n'y a rien de commun entre un bouclier et une coupe. Vous voyez, donc c'est ça la force de l'analogie, c'est qu'il n'y a rien de commun entre ces deux étangs, mais on peut juste les rapprocher par l'analogie de fonctions, parce qu'ils ont la même fonction vis-à-vis d'autre chose. Et ça c'est très important, notamment pour un autre terme très général et sur lequel Aristote s'interroge beaucoup, c'est le terme bon. Bon, ce qui est bon. Là aussi, il dit le bon, il a une signification différente dans chaque catégorie et même dans chaque genre de choses. Donc, quand on dit bon pour un aliment, c'est tout à fait autre chose que bon pour un discours ou pour une personne, etc. C'est chaque fois des choses très différentes. Enfin, c'est chaque fois une signification tout à fait différente. Mais, dit-il, par analogie, on peut dire que c'est la même fonction, que ce qui est bon a toujours le même rapport avec ce qui est moins bon dans le même genre. C'est la seule manière d'unifier le mot bon. Et ça, il le dit évidemment en opposition à l'idée platonicienne. Parce que pour Platon, il y avait une seule idée, bon, ou le bien, comme on dit parfois, qui unifiait toutes les significations. Aristote dit non, impossible de trouver une seule définition, une seule idée, une seule notion, mais par analogie, on retrouve toujours entre ce qui est dit bon et ce qui est dit par opposition moins bon ou mauvais, le même rapport, toujours la même fonction. Voilà l'importance de l'analogie, très très importante. C'est vraiment le procédé qui permet de faire des rapports entre des choses qui n'ont aucune autre relation. Et comment ça fonctionne pour les principes ? On va lire le 3e texte à ce propos. Les causes et les principes sont d'une certaine manière autres pour les choses autres. Donc la cause d'un être vivant n'est pas la cause d'un astre éternel, n'est pas du tout le même type de cause, n'est pas du tout le même type de cause qu'une action, que celle d'une action. Donc les principes et les causes sont autres pour d'autres choses. Mais d'une autre manière, si on les dit en général et par analogie, ils sont les mêmes pour toutes. Et voilà des exemples. Santé, maladie, corps et la médecine comme cause motrice. Vous reconnaissez les 4 causes. Santé et maladie, c'est la forme et la privation. Corps, c'est la matière, c'est le support qui reçoit santé ou maladie. Et la médecine comme cause motrice, c'est-à-dire celle qui apporte la santé dans le corps malade. De la même manière, on peut dire forme, telle absence d'ordonnance, brique et l'art de bâtir comme moteur. Donc pour bâtir une maison, on a la matière, les briques, on a la privation qui est l'absence d'ordonnance, ces briques sont en désordre, elles ne sont pas encore assemblées d'une certaine façon. La forme qui correspond à la maison, la forme de la maison, c'est ce qui est nécessaire et que le bâtisseur doit apporter. Donc le bâtisseur, cause extérieure, apporte la forme de la maison aux briques, les structures selon la forme, et la maison, par conséquent, a besoin de ces 4 causes. Mais la fonction est la même. Donc il n'y a rien de commun entre la santé et la maison comme forme dans l'esprit du bâtisseur. Ce n'est pas du tout le même genre d'étang, santé et maison. C'est pas du tout le même genre d'étang, un corps vivant et des briques. Mais on peut les rassembler uniquement par leur fonction. Donc la fonction, je vous avais déjà dit, la matière, c'est une notion fonctionnelle. Elle désigne une certaine fonction par rapport à la forme. C'est ce qui reçoit, c'est ce qui peut recevoir une certaine forme ou plusieurs formes différentes. Donc c'est par leur fonction qu'elles sont analogues. Et donc les causes et les principes sont analogues par leur fonction. Et cette analogie fonctionne aussi pour la relation entre la puissance et l'acte. On ne peut pas dire en général non plus ce que c'est que être en puissance et ce que c'est être en acte, parce que pour chaque chose, ça sera aussi différent, si ce n'est que la relation entre puissance et acte sera toujours du même type. Aristote donne comme exemple un bloc de pierre qui est en puissance une statue. Donc si un sculpteur vient le sculpter, ça deviendra une statue. Donc
Le rapport entre ce bloc de pierre et la statue est le même, dit-il, que celui entre un homme ignorant et un homme qui a appris. L'homme ignorant est comme une matière qui peut recevoir la forme connaissance. Donc il est exactement dans le même rapport, dans la même relation que le bloc de pierre qui n'est pas encore sculpté. Même chose pour les briques qui ne sont pas encore assemblées. Même chose, dit-il aussi, pour un homme endormi par rapport à un homme éveillé. Endormi, il est en puissance toutes ses fonctions. Éveillé, il est en acte ses fonctions. C'est le même rapport. Et c'est seulement comme ça, dit-il, qu'on peut connaître ces termes, puissance et acte, qui sont tellement généraux qu'on ne peut pas les définir. On ne peut pas les définir en général. On est obligé de passer par ces exemples et de dire c'est toujours la même fonction. Donc voilà de nouveau des propriétés par soi des étangs en tant qu'étangs. Tout ça, ce sont des propriétés par soi des étangs en tant qu'étangs. Parce que ça appartient à tous les étangs. Tous les étangs sont en puissance et en acte. On est tous certaines choses en acte et d'autres encore en puissance. Constamment. Il y a juste quelques étangs, assez rares, qui sont uniquement en puissance ou qui sont uniquement en acte. Un exemple d'étang seulement en puissance, c'est la matière ultime. Donc je vous avais dit, il y a pour Aristote 4 matières, 4 éléments premiers, 4 éléments qui ne sont pas des composés d'autres éléments. C'est les 4 traditionnels, eau, air, terre et feu. Et ceux-là, cependant, il faut supposer qu'ils ont encore une matière première et une forme qui les différencie. Et il y a 4 formes qui peuvent différencier la même matière. Mais cette matière-là, elle n'existe qu'en puissance parce qu'on ne peut jamais l'isoler. On ne peut pas l'isoler parce que pour l'isoler, il faudrait lui donner une autre forme. Et il n'y a pas de forme commune. Donc ça, c'est un exemple de quelque chose qui est seulement en puissance. Un autre exemple, c'est la divisibilité à l'infini des corps. On a vu donc que dans la théorie du continu, un continu peut être divisé en une infinité de divisions, puisque ça ne s'arrête jamais, puisqu'il reste toujours quelque chose, il reste toujours des portions étendues. Mais cette division totale ne pourra jamais se faire en acte, parce qu'il ne peut pas ne rester rien. C'est logiquement impossible. Donc dans la théorie du continu, la divisibilité infinie existe en puissance, mais pas en acte. Jamais en acte. Alors, à l'inverse, ce qui n'existe jamais que en acte et ne possède aucune puissance, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est les premiers moteurs. Les premiers moteurs de l'univers, premier moteur donc des sphères astrales, est toujours en acte. On a vu qu'il ne pouvait avoir aucune puissance, sinon il changerait, etc. Mais la plupart des choses, elles ont une multiplicité de puissances et d'actes. Donc ce seront bien des structures, en somme, de tous les étangs. Puissance et actes sont bien des structures qui appartiennent à tous les étangs, de manière différente, les mêmes seulement par analogie, et donc ce sont des propriétés par soi des étangs en tant qu'étangs. Et même chose pour les principes et pour les 4 causes, ce sont des propriétés par soi des étangs en tant qu'étangs, parce que tous les étangs doivent les avoir. Pas nécessairement toutes les 4, en ce qui concerne les causes, mais au moins, au minimum, la cause formelle. Et bon, pour certaines choses, il n'y a pas de cause de mouvement parce qu'elles ne se meuvent pas, etc. Mais enfin, au minimum, de toute façon, tous les étangs sont concernés par la question des causes. Donc ce sont des structures universelles. Et une autre structure universelle, et c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est l'unité. Tous les étangs ont aussi comme propriété par soi d'être un, et pour l'écrasante majorité d'entre eux, d'être aussi multiples. Parce que la plupart des choses sont à la fois une et multiples. Elles sont une, en fait, selon le point de vue dont on se place. Elles sont une en général conventionnellement. C'est-à-dire qu'on considère que cette table fait une unité, forme une unité. Pourquoi ? Parce qu'elle est un tout qui a une certaine forme. Elle est un tout qui a une certaine forme. Le tout est l'une des formes d'unité. Il y a 4 types d'unités. Donc l'un, l'adjectif un, au sens de qui forme une unité, a immédiatement 4 significations. Il peut signifier donc que c'est un tout qui a une certaine forme, comme une table forme un tout. Donc par convention, on dit que c'est une unité, même si elle est infiniment divisible. Donc c'est en ça qu'elle est aussi multiple, puisque c'est une multiplicité de particules, cette table, même une infinité de particules, on peut dire. Donc à la fois une et multiple. Une autre forme d'unité, c'est la continuité.
c'est la continuité. Alors ça peut être un peu différent de la notion de tout. Par exemple, si Aristote dit, si on place des morceaux de bois à la queue leu-leu, hein, se touchant, et puis, alors s'ils ne font que se toucher, ils sont contigus, ils ne forment pas une continuité, mais ils ont une unité plus forte si on les colle ensemble, par exemple, parce que alors ils deviennent continus, leurs extrémités deviennent une seule. Hein, donc la continuité est une unité plus forte que le simple assemblage ou contiguïté. Donc ça, c'est une deuxième forme. Ensuite, une forme d'unité, c'est ce qu'on appelle la chose singulière, ou l'individu, ou le particulier. Il y a une unité individuelle. Chaque individu de n'importe quelle espèce, de chose, forme une unité. En même temps, évidemment, il est une multiplicité. Il est une multiplicité matérielle, puisqu'on peut le décomposer en multiples matières ou parties. Il est une multiplicité de fonctions, d'attributs, de propriétés. Donc il est de multiples multiplicités. Mais il y a une unité individuelle. On peut isoler un individu et dire « il fait un ». Et le complément, c'est l'unité du général. L'unité du général, si je parle de l'homme comme espèce, c'est un tout autre type d'unité que l'unité des individus, de chaque individu humain. L'homme comme espèce, c'est une unité générique ou spécifique. C'est une unité purement logique, en fait. C'est une unité logique, c'est l'unité de la caractéristique commune à tous les individus humains. Donc il y a 4 types d'unités, et toutes les choses qu'on peut dire une tombent sous une de ces 4 sortes d'unités. Maintenant, si on veut essayer de dire ce que signifie l'un en général, l'adjectif un en général, donc on aura une définition en partie commune et en partie différente. On pourra dire en commun, c'est ce qui est indivisible selon un certain point de vue. Donc on pose quelque chose comme indivisible, on pose l'individu comme indivisible, même si vous voulez, en négligeant toutes ces divisions. On pose la table comme indivisible, comme un tout, en négligeant toutes ces divisions. Donc c'est ce qui est d'une certaine manière indivisible, et en outre, qui a une unité de l'un de ces types-là. Donc c'est une définition en partie unique et en partie différente pour différentes choses. Donc l'unité et la multiplicité sont bien aussi des propriétés par soi de tous les étangs. Et Aristote leur ajoute toute une série de notions connexes, donc qui ont à voir aussi avec cette problématique, comme le même et l'autre, parce que même, ça veut dire qui peut former une certaine unité. Donc on dit il y a une identité, donc d'une certaine manière c'est une seule chose, entre deux choses. Autre, c'est une multiplicité, c'est du domaine de la multiplicité, autre, puisque pour être autre, ça, pour que des choses soient autres, il faut les distinguer, il faut en faire l'opposé d'une unité, il faut les séparer, il faut faire du multiple. Il y a aussi l'égal et l'inégal. L'égal, d'une certaine manière, est une unité, l'inégal, une multiplicité, le semblable et le dissemblable. Et puis, il y a l'opposé et le contraire. Ce sont aussi des termes qui concernent à peu près tous les étangs, parce qu'à peu près tous les étangs ont un opposé et un contraire. Et un contradictoire aussi, d'ailleurs. J'en profite pour faire la différence entre les deux, entre contraire et contradictoire. Contradictoire, c'est ce qui est simplement nié par une négation. Donc, n'importe quel terme, par exemple, homme et non-homme, ça c'est le contradictoire parce qu'on utilise la négation du terme positif. Mais cette négation, elle est très indéterminée parce que tout ce qui est non-homme est contradictoire avec homme. Donc, mais ça peut être n'importe quelle chose. Si je dis la table est non-homme, parce qu'elle n'est pas un homme, on peut le formuler comme ça, la table n'est pas un homme, elle est contradictoire avec homme. Elle est non-homme, mais ça peut être n'importe quoi qui est non-homme. En revanche, les contraires, ils sont strictement déterminés. Chaque chose a un seul contraire. Par exemple, blanc, le contraire sera noir. Le contraire, il est déterminé. Ce n'est pas n'importe quoi qui peut être le contraire de blanc, alors que tout non blanc est contradictoire de blanc. Et les contradictoires
n'admettent pas de troisième voie ou d'intermédiaire. Ou une chose est homme, ou elle n'est pas homme. Mais elle n'est pas l'un et l'autre, ou un petit peu de l'un et un petit peu de l'autre. Ou elle est homme, ou elle n'est pas homme. C'est le principe du tiers exclu, s'applique à la contradiction. En revanche, pour les contraires, il y a des intermédiaires. Donc, entre des contraires, il y a ce qui est ni blanc ni noir, qui est gris, hein, avec toute une série de degrés d'intermédiaires. Donc ça, voilà la différence technique. Alors, il y a énormément de précisions techniques de ce type-là. Donc, ce sont des analyses de notions hein, très conceptuelles, très logiques, qu'on trouve surtout dans le livre Iota, hein, sur la question de l'unité. Et puis, Aristote ajoute encore d'autres propriétés des étangs en tant qu'étangs. Oui ? Opposé. Oui. Alors, opposé, c'est une catégorie plus large. Les opposés comprennent les contradictoires, les contraires, les relatifs. Parce que les relatifs, ce sont des opposés spéciaux en ce sens qu'ils sont définis l'un par l'autre, comme le double et la moitié. Double et moitié, c'est opposé, mais l'un est défini par l'autre. Hein. L'un ne peut pas se comprendre sans l'autre. On est le double d'une certaine moitié, la moitié d'un certain double. Voilà. Donc c'est ça, c'est les contraires, les contradictoires, les relatifs et les privations. Donc c'est encore un autre type d'opposition que de dire, par exemple, aveugle et pourvu de la vue. Donc quelqu'un qui est aveugle ou pourvu de la vue, c'est pas une négation simple. C'est pas une négation simple parce que aveugle, c'est une privation particulière, c'est une privation de quelque chose de bien défini. Ça signifie une seule chose, aveugle. C'est pas la contradiction hein, de tout ce qui n'a pas Dieu, hein, qui pourrait être bien des choses. Donc c'est une négation qui est déterminée, qui est limitée à l'opposition à un certain terme, mais en même temps, c'est pas un contraire. Aveugle n'est pas le contraire de pourvu de la vue, sinon il y aurait toute une série d'intermédiaires. Il n'y a pas d'intermédiaire. Ou on a la vue, ou on ne l'a pas. Et dans l'opposé, par exemple, si tu as nord-sud, oui. C'est l'opposé, ça. Nord-sud, ce sont des opposés. Et donc il faut... Il n'y a pas d'intermédiaire, non. Voilà, donc dans quoi il les mettrait ? Dans quelle classe il les mettrait ? Peut-être dans les relatifs. Hein. Je pense que ce serait dans les relatifs. Parce que le nord n'est nord que par rapport au sud et le sud par rapport au nord. Hein. Donc, je pense que ce serait dans les relatifs. Ouais. Voilà. Alors, parmi ce type hein, de propriété par soi de tous les étangs, il y a aussi l'antérieur et le postérieur. La relation d'antériorité-postériorité, que ce soit au sens chronologique, au sens temporel ou au sens spatial, hein, ce qui vient avant dans l'espace ou après, c'est aussi commun à la plupart des étangs, on va dire, donc à tous les étangs corporels et par leur intermédiaire aux autres étangs. Donc les autres étangs sont localisés parce qu'ils sont dans un corps. Une action, elle est localisée en ce qu'elle est dans un corps, par exemple. Et elle est localisée dans le temps aussi, puisqu'elle a lieu à un certain moment du temps, donc il y en a des antérieurs, des postérieurs. C'est une structure qui existe absolument dans tous les étangs, et donc qu'on connaîtra elle aussi par analogie. La relation genre-espèce, même chose, c'est une structure qui existe dans tous les étangs, et évidemment qui regroupe chaque fois des choses différentes. Donc voilà toute une série de propriétés par soi des étangs en tant qu'étangs, qui sont tous étudiés au livre Delta, au livre Iota, et pour la puissance et l'acte, au livre Theta. Donc on voit comment ce programme annoncé dans Gamma d'une science des étangs en général est rempli progressivement par ces notions générales. Et on voit aussi comment elles sont connaissables par analogie. On en vient maintenant à la dernière grande partie dont doit se charger cette science, c'est d'étudier ce qu'Aristote appelle le principe le plus ferme, le plus stable, le plus nécessaire de tous les principes. C'est le principe de non-contradiction. Et pourquoi est-ce que c'est un principe tellement important ? C'est parce que sans ce principe, il est impossible de parler et de penser. Le langage et la pensée sont entièrement dépendants de ce principe. Et
Si c'est le cas pour le langage et la pensée, c'est parce que c'est le cas aussi dans les étangs. Donc il y a donc un versant, si on veut, linguistique et épistémologique du principe, ou logique, et un versant ontologique. Dans les étangs, c'est comme ça aussi. La contradiction n'est pas possible. Donc je vous dis tout de suite les 3 formulations sous lesquelles apparaît ce principe. Je vais même l'écrire. Il est impossible qu'une chose en même temps alors d'abord soit et ne soit pas, appartiennent et n'appartiennent pas à la même chose, ou possèdent les contraires. Alors attention, en même temps, mais il faut aussi ajouter de la même façon, sous le même aspect, sous le même rapport, dans les mêmes circonstances, etc. Bien sûr, sinon c'est très facile de dire à un moment elle est, à un autre pas, elle reçoit un contraire dans une de ses parties et un autre dans une autre de ses parties. Donc il s'agit bien évidemment de préciser chaque fois eu égard exactement à la même chose. Donc, il est impossible d'affirmer à la fois qu'une chose est et n'est pas, ou appartient ou n'appartient pas, ou est en même temps les contraires. Et ce principe, donc Aristote commence par l'affirmer comme condition du langage. Parce que, dit-il, si on admet qu'une chose, qu'un nom affirmatif peut en même temps être nié et signifier la même chose. Si on dit homme et non-homme, c'est la même chose. Donc homme et non-homme, c'est la contradiction. Si on dit ceci est homme et ceci est non-homme, on affirme des choses contradictoires. On dit qu'en même temps il est et il n'est pas homme. En même temps, c'est la même chose de dire il est et il n'est pas homme, ou de dire il est homme et non homme. C'est la même chose. Mais en grec, ça passe mieux de dire non-homme, ça fait moins bizarre. Donc en même temps il est et il n'est pas. Si on affirme ça, ça veut dire que le mot homme n'a pas une signification unique. Ce n'est possible que si le nom homme n'a pas une signification unique et que là où l'un dira j'appelle ceci homme, un autre dira moi j'appelle ceci non homme. Et Aristote dit bien sûr on peut conventionnellement changer le sens de tous les mots. Pas de problème, on se met d'accord entre nous et ce qu'on appelait jusqu'ici homme, on l'appellera tous non homme. Pas de problème, du moment qu'on se met d'accord sur le sens des mots. Mais si on refuse de se mettre d'accord sur le sens des mots, c'est-à-dire si on dit non, en même temps il est et il n'est pas, le même sens est le positif et le contradictoire. Alors il est impossible de dialoguer, puisqu'on ne sait jamais dans quel sens l'autre utilise le terme, et il est impossible en plus de dialoguer avec soi-même. Penser, c'est dialoguer avec soi-même, et on ne peut même plus penser soi-même si on ne sait pas en quel sens soi-même on utilise les mots. Donc il faut absolument qu'il y ait un sens des mots qui soit fixé. Peu importe comment on le fixe, mais il faut qu'il soit fixé. Et qu'on ne puisse pas dire à la fois ceci est de telle appellation et ne l'est pas. Ou il l'est ou il ne l'est pas. Mais alors certains vont de manière sophistique, on est dans un contexte sophistique où on joue beaucoup avec tout ça, certains vont avancer de manière sophistique que homme et non-homme peuvent bien signifier une seule et même chose. De quelle manière ? Eh bien, par exemple, si je dis Socrate est barbu et n'est pas blanc. Alors, non, pardon, c'est pas directement comme ça. En fait, on va dire il est blanc et il n'est pas blanc, pour commencer. Il est blanc et il n'est pas blanc parce que donc, d'une part, je dis il est blanc, et puis je dis il n'est pas blanc parce qu'il est barbu et barbu n'est pas blanc. Et donc, évidemment, on peut jouer avec les contradictions, puisque le contradictoire non blanc peut tout signifier, peut signifier tout le reste, tout ce qui n'est pas le blanc. Mais alors, dit Aristote, en fait, on n'a pas désigné une seule et même chose, on a désigné des attributs différents de Socrate. On n'a pas désigné une seule et même chose.
il ne s'agit pas, dit-il, de l'unité des attributs d'un même corps. Ce n'est pas ça qu'on veut dire quand on dit on ne peut pas dire une chose et son contradictoire. L'unité qu'on cherche n'est pas celle-là, c'est vraiment l'unité sémantique, c'est-à-dire ce que signifie blanc. Quand on dit Socrate est blanc, on ne peut pas dire en même temps n'est pas blanc, dans ces mêmes parties, en même temps, etc. Donc voilà comment ils essayaient de trouver des échappatoires en disant si, ça signifie quand même une seule chose. Non, ça ne signifie pas une seule chose, même si ça peut s'attribuer au même sujet. Et Aristote en profite pour affirmer autre chose, c'est-à-dire quelque chose qui lui tient beaucoup à cœur, c'est qu'il faut poser qu'il est possible de dire d'une chose ce qu'elle est essentiellement. C'est-à-dire on n'est pas obligé de ne donner à une chose que des attributs qui sont passagers, multiples, non nécessaires, facultatifs. On doit aussi poser qu'à un certain moment, on attribue à une chose un certain terme avec la définition de ce terme. C'est-à-dire, si je dis Socrate est blanc, j'attribue le blanc à Socrate, mais je n'attribue pas l'être du blanc, l'essence du blanc à Socrate. Je ne dis pas Socrate est une couleur, la plus claire des couleurs. Ça ne marche pas. Si j'essaie de donner la définition du blanc à Socrate, je ne peux pas lui attribuer parce qu'il n'est pas une couleur. En revanche, si je dis Socrate est un homme, je peux lui attribuer aussi la définition de homme. Je peux dire Socrate est un animal qui possède le logos. Ça marche. Donc il y a une grande différence entre attribuer l'essence et attribuer une propriété quelconque. Quand on attribue l'essence, on peut attribuer aussi la définition de cet attribut. Et ça marche. Ça reste logique et correct. Et ça veut dire qu'il y a des essences. Et c'est très important de défendre ça pour Aristote, parce que ça veut dire que les choses ont des déterminations en elles-mêmes. Les choses ont des déterminations en elles-mêmes. Socrate est en lui-même un homme. Et pourquoi est-ce que ça lui importe ? Eh bien, c'est que une des raisons pour lesquelles certains niaient le principe de non-contradiction, c'était en vertu du relativisme principalement de la sensation. Et donc, on passe ici par le relativisme de Protagoras. Aristote dit beaucoup de gens qui réfutent le principe de non-contradiction ou qui le refusent, le font parce qu'ils adoptent le discours de Protagoras. Quel est ce discours ? C'est de dire toutes les apparences sont vraies parce que ce qui apparaît à chacun est vrai pour lui, même si ce sont des choses contradictoires. Par exemple, si moi j'ai chaud et vous avez froid, c'est vrai que j'ai chaud, c'est vrai que vous avez froid. Donc tout est vrai, toutes les apparences sont vraies, toutes les sensations sont vraies, et donc il est impossible de juger s'il fait vraiment chaud ou s'il fait vraiment froid. Et donc à partir de là, on pourrait généraliser ce relativisme et de dire il n'y a rien qui soit en soi. Il n'y a que des choses comme ça que les uns vont sentir d'une façon, les autres vont sentir d'une autre façon, et on ne pourra pas trancher. Et donc tout est vrai, mais, dit Aristote, si tout est vrai, on pourra dire aussi bien que tout est faux. Parce que le problème, c'est que si je dis « il fait froid » et que vous dites « il ne fait pas froid », il y a une contradiction. On le met sous forme négative, donc sous forme de contradiction. Et je dis les deux sont vrais. Les deux propositions sont vraies. Il fait froid, il ne fait pas froid sont vraies ensemble. Or, si je dis toutes les propositions sont vraies et que vous dites toutes les propositions ne sont pas vraies, vous avez raison aussi puisque toutes les propositions sont vraies. Mais en même temps, vous dites toutes les propositions ne sont pas vraies. Donc, vous avez une proposition, vous avez deux propositions contradictoires. C'est-à-dire, donc, en même temps que vous affirmez toutes les propositions sont vraies, vous devez aussi affirmer qu'est vraie la proposition qui dit toutes les propositions ne sont pas vraies. Bon, donc il y a des problèmes évidemment à soutenir que toutes les propositions sont vraies. C'est pas sophistique comme raisonnement, c'est tout à fait, c'est vraiment une contradiction logique. Pourquoi ce ne serait pas vrai ? Parce qu'il faut choisir. C'est-à-dire qu'eux, ils disent, en même temps qu'ils disent toutes les propositions sont vraies,
en même temps est vrai aussi le fait que toutes les propositions ne sont pas vraies, donc il n'est pas vrai que toutes les propositions sont vraies. Voilà. Voilà. Une autre manière aussi de dire qu'il est impossible de soutenir que tout est vrai, c'est en passant par les conséquences pratiques que ça aurait. C'est-à-dire, si on dit il est dangereux de tomber dans un précipice, et si on dit en même temps, il n'est pas dangereux de tomber dans un précipice. Mais en fait, chacun, par sa pratique, montre bien qu'il fait une différence entre les deux. Et qu'il tient la proposition « il est dangereux de tomber dans le précipice » comme plus vraie que celle « il n'est pas dangereux de tomber dans un précipice ». Sinon, il se laisserait tomber dedans. Et donc, il dit, par la pratique, en fait, même ceux qui nient le principe, en fait, l'appliquent. Dans la pratique, on l'applique. Parce qu'on sait bien qu'il n'est pas vrai qu'il n'est pas dangereux de tomber dans un précipice. Donc ça, c'est aussi un moyen de répondre, qu'on ne peut pas dire que toutes les propositions sont vraies. Mais à propos du relativisme de la sensation, il y a encore une autre manière de répondre. Parce que là, oui, Aristote ne nie pas du tout qu'il est vrai que les sensations sont relatives à chaque individu et à la disposition qu'on peut avoir à un certain moment. Donc quand on a chaud et qu'on trempe sa main dans de l'eau tiède, elle paraît froide. Quand on a froid et qu'on trempe sa main dans de l'eau chaude, elle paraît chaude. Donc, bien sûr qu'il y a un relativisme de la sensation, il ne va pas le nier. Mais il ne faudrait surtout pas en tirer comme conclusion, dit-il, que le chaud et le froid n'existent qu'en tant qu'on les sent. Il dit effectivement, en tant que sentis, en tant qu'ils sont sentis, ces phénomènes sont relatifs à un sentant. C'est-à-dire, s'il n'existait pas d'animaux sentants, ils ne seraient jamais sentis. Le chaud, le froid et toutes les autres qualités ne seraient jamais sentis. Donc, en tant que sentis, ils sont dépendants d'un sentant. Et réciproquement, un sentant n'existerait pas en tant que sentant s'il n'y avait rien à sentir. Il ne sentirait jamais rien, donc il ne serait pas un sentant. D'accord ? Donc, senti et sentant sont bien relatifs. Ils existent ensemble. Mais ça ne veut pas dire que les sujets qui sentent et qui sont sentis sont dépendants l'un de l'autre. Il faut supposer qu'il y a des sujets de ces qualités sensibles qui, eux, existent indépendamment de nous. Et donc, si un arbre tombe dans une forêt et qu'il n'y a personne pour l'entendre, le son est quand même émis. Même s'il n'est pas entendu. Sinon, dit Aristote, et là sa réfutation est très bonne, sinon, dit-il, nous n'existerions que en tant que nous sentons des choses, nous n'existerions que par nos sens, et si nous arrêtons de sentir, nous ne serions rien d'autre, nous ne serions rien. Or, nous savons que ce n'est pas le cas. Nous savons que nous avons une existence autre que simplement nos actes de sentir, que nos actes de sentir ne sont pas le tout de ce que nous sommes, qu'entre deux actes de sentir, nous sommes aussi autre chose. Et donc tout n'est pas relatif. Donc il faut poser qu'il y a des sujets, donc il y a des substances sous les choses relatives qui les permettent, et comme tout à l'heure on a supposé aussi qu'il y avait des essences, donc voilà en fait des réaffirmations vraiment ontologiques qu'Aristote rappelle à propos de ce principe de non-contradiction. Donc voilà encore une raison d'affirmer le principe de non-contradiction, c'est que sinon, on tombe dans des conséquences du genre, il n'y a pas de substance, il n'y a que du relatif, il n'y a pas d'essence, il n'y a que des attributs qui tous se valent. Et donc ça, il montre que c'est vraiment impossible. Alors là, je vous ai fait un résumé des arguments, mais il y en a plus que ça. Il y a vraiment beaucoup d'arguments. Et toute cette argumentation, Aristote ne l'appelle pas une démonstration du principe, ce qui est tout à fait cohérent, parce que comme c'est le principe le plus originel, le plus principiel de tous, il ne peut pas être démontré. Il est le principe de toutes les démonstrations. Toutes les démonstrations vont se servir de ça. Toutes auront besoin de dire, quand on dit une chose, on ne dit pas son contraire ou son contradictoire. Quand on dit une chose, elle signifie cette chose-là. Toutes les démonstrations ont besoin de ça. Donc, on ne peut pas le démontrer. Donc, la seule manière de le défendre, c'est de réfuter
ceux qui essayent de le nier. Et c'est bien ça qu'il a fait. Hein. Il a dit toutes les façons de le nier, hein, c'est le relativisme, c'est dire que tout est vrai. Bon. Tout ça, ce sont des manières d'essayer de réfuter le principe, et chaque fois, Aristote les réfute. Et donc finalement, il dit, voilà, nous avons réaffirmé ce qui est bien des bases ontologiques, hein, c'est bien des déterminations des étangs. Les étangs ont une détermination en eux-mêmes. Ce n'est pas seulement nous qui projetons, en quelque sorte, hein, qui projetons sur les étangs nos déterminations, ils ont quelque chose. Et il rejoint en fait en ça, d'une certaine manière, Démocrite, qui avait déjà fait la distinction entre ce que nous ressentons qualitativement par la sensation et ce qui est vraiment émis par les corps. On savait hein, que ça pouvait ne pas être la même chose. Démocrite disait par exemple que les couleurs sont certaines dispositions des atomes, mais les atomes ne sont pas colorés. Mais quand ils ont certaines dispositions, ça provoque en nous une couleur. Et selon les dispositions, nous voyons des couleurs différentes. Et Aristote reprend cette idée que notre sensation, c'est une manière de voir des phénomènes qui est propre à nous, qui dépend de nos organes sensoriels. Si on avait d'autres organes sensoriels, on sentirait peut-être les corps autrement. Mais de toute façon, il y aurait des corps qui émettraient quelque chose de sensible pour nous. Donc même si la manière dont on les sent est relative, est un certain rapport, une certaine relation entre nos organes et ce qui est émis, mais de toute façon, il y a des sujets qui émettent quelque chose, et pas n'importe quoi. Et pas n'importe quoi. Ce sera toujours la même chose, c'est toujours la même disposition d'atomes qui déclenche la même couleur. Donc il y a une régularité aussi, et donc tout n'est pas vrai, tout ne se vaut pas. On ne peut pas dire une chose et son contraire. La disposition atomique qui émet le blanc n'émet pas le non-blanc, et ainsi de suite. Et donc voilà, j'arrête ici donc l'exposé de la science des étangs en tant qu'étangs, en sachant qu'il y a un peu plus de détails, mais que ça, ce sont vraiment les grandes structures qui appartiennent à cette science, et on voit bien hein, en quoi ça concerne l'ensemble de la réalité, et en quoi aussi c'est antérieur à toute étude physique, hein, à toute étude de sciences naturelles ou de sciences mathématiques, puisque effectivement, il faut pouvoir, pour faire des maths, il faut savoir ce que c'est être égal, différent, même autre, un, multiple. Tout ça, c'est pas, les mathématiciens ne définissent pas tout ça. Ils utilisent des choses qui sont établies. Alors, ou bien établies par la plus grande familiarité, hein, donc, parce que nous avons l'habitude d'utiliser tout ça sans trop nous interroger sur ce que ça veut dire. Mais une fois qu'on s'interroge et qu'on veut savoir plus précisément le sens de tout ça, alors là, on passe par une enquête ontologique. Et remarquez, pour finir, que c'est aussi ce que dira Heidegger, c'est que de toutes ces structures, et en premier lieu de la polysémie du verbe être, nous avons une entente spontanée, préontologique. Nous savons tous utiliser le verbe être sans nous demander à chaque instant oui, mais de quel type d'existence? Non, on utilise être tout le temps, on utilise un multiple tout le temps, hein, antérieur, postérieur. Tout ça, on a une entente, hein, au sens d'une compréhension spontanée. Mais à partir du moment où on se pose la question, mais qu'est-ce qui justifie qu'on le fasse? Alors on entre dans une enquête de type ontologique, hein, sur l'être des étangs en général. Voilà. Merci. Avec ceci, on a terminé le chapitre sur la philosophie théorique. Donc, si vous voulez discuter de n'importe quel point de cette philosophie théorique, c'est le moment aussi, puisque à la séance prochaine, on passera à la philosophie pratique, qui repose sur des bases assez différentes. Donc, on peut discuter de n'importe quel point de la philosophie théorique. Je voudrais revenir sur... Je n'ai pas tout à fait bien compris cette phrase. Ainsi, l'être se dit de plusieurs façons, ça je comprends, mais se réfère toujours à un principe. Oui. Alors, ce que je voudrais vous demander, c'est, n'y a-t-il qu'un principe de l'être? Oui. C'est un usage particulier de principe. Ici, il appelle la substance principe. C'est-à-dire, toutes les définitions de être, toutes les explications de ce qu'est exister,
vont utiliser la référence à la substance. Et donc, par conséquent, la substance, dans ce cas-là, sert de principe d'unité. C'est le principe d'unité des significations de être. Mais évidemment, ce n'est qu'un principe parmi bien d'autres. On verra aussi que tous les étangs possèdent des principes en commun qui sont autres que la substance. Donc le principe formel de chacun, le principe matériel, le principe de non-contradiction. Enfin, donc il y a différents types de principes à côté de celui-là. Mais dans ce cas-là, ils disent que donc toutes les significations de être se rapportent à un seul et même principe, dans ce cas, qui est la substance. Qu'est-ce que Aristote dirait de la distinction établie par Heidegger entre l'état originaire, l'état disponible sous la main, et l'état dérivé, qui est l'état subsistant, qui est quand même aussi l'état d'Aristote? Oui, cette distinction entre deux manières de considérer les objets, soit comme objets courants, usuels, soit comme objets d'investigation scientifique, comme objet justement objectivé par la science. C'est une distinction qu'il ne fait pas, qu'on ne trouve pas chez Aristote, mais qui recouvre d'une certaine façon, pas tout à fait exactement, mais d'une certaine façon, la distinction aristotélicienne entre ce qui est objet de science et ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire ce qui ne peut pas être autrement qu'il n'est, donc ce qui peut être étudié par une série de régularités et de constances, et ce qui est complètement contingent, singulier, n'arrive que de manière singulière et donc n'est pas objet de science. Mais c'est vrai que les deux distinctions ne se recouvrent pas exactement, puisque un même objet, évidemment, pour Heidegger, peut être à la fois usuel et puis pris comme objet de science. Voilà, donc c'est une distinction qui, telle qu'elle, n'existe pas chez Aristote. Par contre, puisque vous parlez de Heidegger, le rapport de Heidegger à Aristote, il est au départ un rapport de connivence, il y a vraiment beaucoup qui est... le point de départ de Heidegger doit beaucoup à Aristote, tout à fait explicitement. Et puis, après, Heidegger suit une interprétation de la métaphysique qu'il trouve chez Brentano. Brentano, qui est un philosophe et logicien plutôt phénoménologue, plutôt proche de la phénoménologie, fin du XIXe siècle. Donc Brentano, qui a fait une thèse sur Aristote, dans laquelle il parle de la structure ontothéologique de la métaphysique d'Aristote. Structure ontothéologique, c'est-à-dire qu'à partir d'une étude générale de tous les étangs, selon cette théorie, on réduirait progressivement l'objet général à un objet de plus en plus restreint pour finalement aboutir à un seul étang privilégié qu'on appelle Dieu. Alors, donc c'est l'interprétation où on réduit finalement au premier moteur, et même en le considérant comme unique, ce qui, on a vu, est déjà problématique. Mais cette réduction ontothéologique, en fait, Brentano, à son insu, est quand même un peu victime de la tradition, comme on a vu, néoplatonicienne, puis thomiste, surtout thomiste, parce que qu'est-ce qui permet comment est-ce qu'on se permet de la faire? C'est parce que suite au deuxième texte que je vous ai écrit, donc où Aristote dit « Chaque science étudie en premier lieu le premier objet, ou principalement son premier objet ». Donc on étudiera la substance de manière plus importante que les autres choses, puisque les autres choses en dépendent. Donc dans une certaine classe de causes, elle est la cause des autres choses. On a vu que ce n'était pas le cas pour les autres classes de causes. Mais certains se permettent, sous prétexte de cette affirmation, de dire « Ici, il y a réduction de l'ontologie à la seule étude des substances, comme s'il suffisait d'étudier les substances pour étudier aussi en même temps tous les autres étangs. » Ce qui est totalement faux, parce qu'à partir de la connaissance des principes des substances, vous ne connaissez pas la connaissance des autres principes. Vous ne savez pas ce que c'est que l'un et le multiple qui sont des quantités. Ce n'est pas à partir des substances que vous allez étudier les quantités. Donc c'est faux, cette réduction, mais beaucoup l'ont faite. Et ensuite, ils font une deuxième réduction qui est...
puisqu'il y a un rapport entre puissance et acte, un rapport où l'acte est premier par rapport à la puissance, parce qu'on ne peut pas définir une puissance sans faire référence à l'acte correspondant, l'acte est premier, alors on va réduire l'objet, enfin, ils prétendent qu'Aristote réduit son objet à la seule substance en acte. Et puis après, ils prétendent que son étude de l'un et du multiple vise à réduire tout le multiple à l'un, et donc à arriver à l'étude de la substance qui est absolument une et en acte, c'est-à-dire au premier moteur. Et donc c'est comme si il suffisait de connaître le premier moteur pour connaître tous les étangs, et donc toutes les propriétés par soi des étangs en tant qu'étangs. Ce qui est une énorme absurdité. Et pourtant ça a été soutenu par beaucoup d'interprètes et de philosophes, donc depuis... alors malheureusement Brentano qui a parlé, et puis mais même par beaucoup d'interprètes au XXe siècle, et par exemple un heideggerien justement qui s'appelle Bragg, Rémi Bragg, en a proposé une variante. Au lieu de dire ontothéologique, il dit que la structure de la métaphysique d'Aristote, elle est catholou-protologique. Donc catholou ça veut dire général, et protologique, c'est sur protos, ça veut dire protos qui veut dire premier. Donc en fait, il y aurait réduction du général au premier. Structure catholou-protologique, c'est qu'on part d'une structure générale, affirmation de la science générale, etc., pour en arriver finalement à une étude du premier. Comme si le premier donnait la connaissance de tout le reste, était suffisant pour la connaissance de tout le reste, ce qui est tout aussi faux. Donc c'est curieux comme ça, à la vie dure, quoi, cette interprétation. Et donc malheureusement, comme Heidegger était, disons, dans cette certaine dépendance par rapport à Brentano, enfin il le voulait bien, il a estimé que la métaphysique dérapait au lieu de garder toute la diversité et d'être attentif à la multiplicité des sciences de l'être, de ne pas refermer l'être sur un seul étang, etc. Il pense qu'Aristote l'a fait justement et a donc compris l'ensemble de l'être à partir d'un seul étang qui est le Dieu, l'étang privilégié. Donc en fait, tout l'être serait réduit à l'être de cet étang-là. Voilà, j'espère que vous êtes convaincus que c'est faux. Jean ? C'était bien mes questions, mais Dieu dans tout ça, parce que la question du moteur unique qui ne bouge pas, le moteur que tu nous as décrit la semaine dernière, m'a fait penser à Dieu, effectivement, qui serait l'être suprême, je ne sais pas quoi, enfin, le moteur suprême. Oui, mais comme on l'a dit, donc, il n'est principiel que dans l'ordre du mouvement. Il n'est pas créateur, il ne crée pas les formes, il ne fait qu'être effectivement la garantie éternelle du mouvement. Et il est appelé Dieu par Aristote parce que le sens de Dieu est pour lui, d'une part, l'éternité, et d'autre part, le fait d'être un vivant, selon la définition traditionnelle des dieux, d'être un vivant éternel et le meilleur. Alors, il est le meilleur au sens où sa pensée ne pense rien d'autre que le meilleur, c'est-à-dire lui-même. Alors, donc, tu dis un vivant ? Oui, parce qu'il le décrit comme un vivant. Il pense que c'est, ou plus exactement, alors c'est pas un vivant puisque c'est pas un corps, mais comme une vie, comme un acte de vie. Puisque c'est un acte de pensée, et une pensée est un type de vie, un type de fonction vitale, si on veut, une fonction vitale, mais il n'a que celle-là. Donc tu as raison, c'est pas un vivant, c'est une vie. Voilà, mais donc ça n'a pas grand-chose à voir ni avec les dieux grecs, ni avec le polythéisme grec, ni avec le dieu des monothéismes. Ça n'a, pour ainsi dire, rien à voir avec aucun des dieux proposés par ailleurs. C'est très particulier. Moi, ce que je voudrais juste dire par rapport au monothéisme de juifs ou chrétiens, c'est qu'on a un Dieu qui ne parle pas. Donc déjà, non seulement il pense, il est autiste, voilà, mais en plus on a un Dieu qui ne parle pas, alors que dans la Bible, on a un Dieu qui s'exprime. On a un Dieu qui parle et on a un Dieu qui demande à être découvert, interprété. Et quand on a ramené le Dieu d'Aristote au Dieu des chrétiens ou au Dieu des Juifs, chaque fois on l'a fait sur la petite phrase des 10 commandements où il dit « Je suis celui qui suis ». Donc je serai l'être suprême.
C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et c'est vrai que elle a été très importante, cette phrase-là, parce que c'est pour ça qu'on a essayé de donner le premier moteur comme le sens des sens de être, quoi. Comme si c'était le sens unique qui permettait de comprendre tous les sens de être. Ce qui est faux, enfin, vous l'avez vu, quoi. On a baptisé Aristote. Mais c'est sûr qu'on voulait faire ça, et on comprend bien pourquoi à l'époque médiévale on voulait faire ça. C'est sûr qu'on voulait rendre compatible le christianisme avec la philosophie aristotélicienne. Et donc, voilà, forçons pour que... Est-ce qu'on peut établir un lien entre ce premier moteur et la création continuée de Descartes? Sauf que ce n'est pas une création. Sauf que c'est seulement, encore une fois, ça ne garantit que le mouvement. Donc c'est très différent, malgré tout. Parce qu'il faut la création continue, ça veut dire que quand même Dieu pense toutes les essences. Ce qui n'est pas le cas chez Aristote. Le premier moteur, il est dans le temps, créateur du temps, en dehors du temps. Il est en dehors du temps. Il est totalement en dehors du temps, puisqu'il ne subit aucun changement. Il n'y a pas de temps sans changement, donc lui est complètement en dehors du temps. Et ce qui produit le temps, c'est le changement. Donc on peut dire que le premier moteur produit, de manière mystérieuse, on l'a vu, on ne peut pas vraiment savoir comment, mais en tout cas, il est là pour produire, pour garantir le mouvement. Et ensuite, quelques mouvements qui existent, peu importe, ça suffit pour créer le temps. Mais il ne crée pas directement le temps, non plus. Ce n'est pas non plus le créateur du temps. Et il le fait une fois pour toutes. Non, il agit constamment. Il doit absolument agir constamment, le premier moteur. Il doit penser sans aucune interruption. Ça, c'est la théorie justement générale du rapport entre moteur et mu chez Aristote. Mais ça, c'est dans la physique qu'il développe. Pour lui, tout moteur, s'il s'arrête de mouvoir, le mobile va s'arrêter aussi. Donc pendant un certain temps, alors on voit bien que pendant un certain temps, le mobile continue puis s'arrête. Et ça, Aristote pense que s'il continue pendant un certain temps, c'est parce que le milieu qu'il traverse prend le relais du moteur et le pousse pendant un certain temps. Mais sinon, si le moteur s'arrête, le mobile s'arrête. Donc le premier moteur ne peut jamais s'arrêter de mouvoir les sphères des astres. Et c'est pour ça qu'il doit être un acte pur, un acte simple, sans aucune puissance, parce que s'il avait la puissance de changer, il pourrait éventuellement s'arrêter de mouvoir. Et à ce moment-là, le changement dans l'univers pourrait s'arrêter. Le mouvement des astres pourrait s'arrêter. Donc c'est vraiment l'ordre justement de son exigence, c'est ça, qui ne s'arrête jamais. Donc il pense continuellement la même chose, c'est-à-dire lui-même. Et c'est la vie la plus heureuse qu'on puisse imaginer. Alors, voilà. Tout est clair. C'est formidable. Ok, alors à dans 2 semaines pour la philosophie pratique. Bonsoir.